C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lyoma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons résumer le cours sur la circulation coronaire, toujours le module de physiologie pour la première unité de la deuxième année, l'unité sur l'appareil cardio-respiratoire. Avant de commencer le résumé Lyome, on remercie tous les professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement, plus précisément Dr Bain pour le fabuleux diapo de cours. Sans plus tarder, on commence. La circulation coronaire, ou alors circulation myocardique, c'est la circulation sanguine qui va venir nourrir le tissu cardiaque. Le terme de coronaire, qui est utilisé pour parler de cette circulation sanguine, fait référence directement aux deux artères coronaires qui sont là pour irriguer et vasculariser le cœur. Ces deux artères coronaires, droite et gauche, qui naissent à partir de la racine de la portion ascendante de l'aorte au niveau d'une zone dilatée qu'on appelle le sinus de Valsalva, va venir se situer sous le feuillet viscéral de notre péricarde, qu'on va appeler l'épicarde. Ces différents vaisseaux épicardiques vont envoyer, donc ces artères coronaires vont envoyer avec leurs branches terminales et collatérales, vont envoyer des ramifications à l'intérieur de notre tissu myocardique. Ces ramifications, ces artérioles à l'intérieur du tissu myocardique vont se diviser en deux. On aura des artérioles de la couche sous-endocardique et des artérioles, donc proches ici de l'endocarde et de la cavité cardiaque, et des artérioles de la couche sous-épicardique, proches donc de l'épicarde et donc du péricarde. Cette vascularisation au niveau du cœur, elle va se faire, comme on a dit, par le biais de deux artères coronaires. L'artère coronaire gauche va irriguer et vasculariser essentiellement le côté antérieur et gauche du cœur, donc les parois antérieures et latérales gauche tel le cœur ternant. Cette artère coronaire va se diviser très rapidement en deux, avec l'artère interventriculaire antérieure et l'artère circonflexe. La coronaire droite, quant à elle, va venir irriguer, vasculariser essentiellement le côté droit et postérieur du cœur, en prenant surtout le ventricule droit. C'est une artère qui va venir avoir une forme de C et qui va venir donner vers la fin, sa partie terminale, l'artère rétrograde et l'artère interventriculaire postérieure. La circulation veineuse, du moins le système veineux ici, va être assurée par le système du sinus coronaire. Sinus coronaire qui me vient de la grande veine coronaire, donc la portion dilatée de Ha, et va venir récolter 75% du sang veineux de la circulation coronaire et venir le jeter au niveau de l'atrium droit. Les 25% restants du sang veineux de la circulation coronaire va être récoltée par le biais de petites veines cardiaques ou alors des veines minimes, les veines de Tébésus, qui vont venir récolter le sang des parois cardiaques et venir le jeter au niveau des cavités cardiaques, essentiellement au niveau de l'atrium droit et plus rarement au niveau du ventricule droit. La vascularisation, le type de vascularisation au niveau du cœur, elle est de type terminal. Elle n'est pas de type anastomotique, malgré la présence d'anastomoses d'un point de vue structural. Les anastomoses qui sont présentes au niveau du cœur sont des anastomoses non fonctionnelles. Elles ne peuvent pas fonctionner. Alors, cette vascularisation de type terminal risque de poser des problèmes pathologique au niveau du cœur. Pourquoi? Car si une obstruction totale arrive au niveau d'une branche, la partie ou du moins le territoire qui est censé être vascularisé par avec la branche risque de manquer d'oxygène. On parle du coup d'ischémie, un manque d'oxygène, d'hypoxie et donc un risque de nécrose, ce qui va donner l'infarctus du myocarde. Cette circulation coronaire, maintenant d'un point de vue fonctionnel, elle est dominée, ou du moins elle est caractérisée par deux caractéristiques. Première des choses, le tissu qu'elle va venir vasculariser, les artères coronaires vont venir vasculariser un tissu très gourmand en oxygène et en nutriments. Le myocarde possède un métabolisme oxydatif, un métabolisme aérobie très élevé. De de 2. La deuxième caractéristique qui va venir caractériser cette circulation coronaire, c'est le fait que pendant une bonne partie du cycle cardiaque,
ce débit cardiaque, pardon, ce débit coronaire sanguin va être pulsatile. Pulsatile non continu, tout simplement car pendant une bonne partie de ce cycle cardiaque, la phase de systole, la phase de contraction systolique, le tissu myocardique va venir se contracter et créer une pression intra-myocardique qui va venir écraser les différents vaisseaux, les différentes artères et artérioles qui se trouvent à l'intérieur du myocarde, ce qui va bloquer l'irrigation sanguine, l'irrigation du sang et le flux sanguin au niveau de, de ces artérioles. Il faut savoir que la pression au au niveau de ces segments artériels coronaires est similaire et égale à la pression qu'on va trouver au niveau de l'artère aortique. Maintenant, cette contraction myocardique va créer une pression supplémentaire. Cette pression tissulaire supplémentaire intramyocardique va venir écraser ces différents vaisseaux et interrompre l'écoulement du sang, principalement au niveau du ventricule gauche. Donc, lorsqu'on parle du débit sanguin coronaire, et qu'on donne une valeur moyenne de ce débit sanguin, on va dire que le débit sanguin coronaire moyen au niveau du ventricule gauche va se situer aux alentours des 0,8 millilitres par minute par gramme de myocarde. Cette valeur va descendre à 0,6 millilitres par minute par gramme de myocarde au niveau du ventricule droit. De là, on peut apercevoir que, vu la différence et la variation du débit sanguin coronaire à l'ahsab le cycle cardiaque et à l'ahsab l'emplacement l'emplacement de l'espace et l'emplacement donc de nos vaisseaux, on peut donc aisément conclure que le débit sanguin coronaire va donc être euh, cyclique d'un point de vue du temps, car il va varier au niveau du temps, et il va varier au niveau de l'espace. La variation au niveau du temps va se faire à l'ahsab le cycle cardiaque. Donc le débit coronaire sanguin n'est pas continu, car il est تحت سيطرة تاع la pression intra-myocardique تاعنا. Surtout au niveau du ventricule gauche. On observe au début de la systole, au cours donc de la contraction isovolumétrique systolique, là, que le débit coronaire, le débit sanguin coronaire au niveau gauche, au niveau de l'artère coronaire gauche, va énormément baisser, résultant donc de l'augmentation de la pression intra-myocardique. Juste après, on observe une augmentation de ce débit sanguin coronaire au niveau de l'artère coronaire gauche, résultant de le fait est que Rana, la phase d'éjection ventriculaire systolique. L'éjection du sang, le ventricule gauche, va faire diminuer le volume ventriculaire et par conséquent faire diminuer la pression intramyocardique, ce qui laisse du coup le débit coronaire sanguin augmenter légèrement. On observe que juste après, vers la fin de la systole, ce débit sanguin va redescendre car on est vers la fin de la systole et les valvules aortiques ferment les orifices donc des artères coronaires. Le sang ne rentre plus au niveau des artères coronaires. Vers le début de la diastole, on observe une augmentation très très grande, une augmentation brutale de du débit sanguin coronaire qui va avoir pour effet, de bien irriguer les artères et artérioles qui ont été comprimées durant la phase de systole. Le débit sanguin coronaire du côté gauche va rester élevé pendant toute la diastole, même si on observe du coup une diminution progressive. Plus la diastole va passer, plus le débit va descendre. Ce qui est logique, vu que l'éjection du sang dans l'aorte et donc le passage dans des artères coronaires ne se fait plus au niveau de la diastole. C'est pendant cette phase, la phase diastolique, que 70%, jusqu'à même 80% du débit myocardique du ventricule gauche, c'est là qu'il est assuré. Pour le côté droit, le ventricule droit et le débit coronaire au niveau de l'artère coronaire droite, on observe que la pression y est beaucoup plus faible.
car la paroi du ventricule droit est beaucoup moins épaisse et la force de contraction, la contractilité du myocarde ventriculaire droit est beaucoup moins élevée. Les variations donc de débit coronaire, du débit sanguin coronaire, vont énormément moins être marquées au niveau de la coronaire droite. On peut même jusqu'à dire que le flux coronaire est assuré à égalité entre la systole et la diastole au niveau de l'artère coronaire droite. Ça, c'était la variabilité au niveau du temps. On a aussi une variabilité dans l'espace au niveau de ce débit coronaire. Le débit coronaire entre l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche n'est pas similaire. Mais même au sein même de l'artère au sein même de l'artère coronaire gauche au niveau du ventricule gauche, on observe une différence entre qui se, les artérioles qui se sont ramifiées dans la paroi myocardique du ventricule gauche. Sachant que les artérioles de la couche sous-endocardique, pendant la systole, sont beaucoup plus écrasés, ils sont beaucoup plus soumis à la pression intra-myocardique que les artérioles de la couche sous-épicardique, ce qui a pour effet euh, de, de donner une faible irrigation, un faible flux sanguin au niveau de ces artérioles au niveau sous-endocardique. Pendant la diastole, les couches sous-endocardiques qui ont été complètement comprimées par la pression intramyocardique vont être préférées. Ils vont être préférés et recevoir une plus grande partie de sang, un plus grand flux sanguin coronaire à leur niveau par rapport aux artères de la couche sous-épicardique. Pourquoi? Car de un, c'était les artérioles de la couche sous-endocardique ont été hypoperfusées, et de deux, parce que endo, euh, la couche sous-endocardique du myocarde est celle qui demande le plus, qui est la plus gourmande en oxygène et en nutriments. Autre détail, autre caractéristique importante à retenir pour le débit sanguin coronaire, c'est que ce débit sanguin coronaire, il va être en moyenne, si on prend 100 grammes de myocarde, on aura 80 millilitres par minute. Et pour tout le cœur, on va atteindre 250 millilitres par minute pour ce débit sanguin coronaire. Il peut être multiplié dans le cas où on fait un exercice physique jusqu'à 4 à 5 fois. Il faut toujours garder en tête qu'il reste pulsatile et qu'il n'est jamais continu, car pendant la phase de systole, le flux est partiellement bloqué. Ce débit sanguin coronaire est très important au niveau donc du tissu myocardique, de notre cœur, sachant que la demande de l'oxygène au niveau du myocarde, la consommation myocardique d'oxygène, qu'on va noter MVO2, est l'une des plus élevées au niveau de notre organisme. Elle atteint 11 millilitres par minute pour 100 grammes de myocarde, ce qui est l'équivalent de 13% du volume d'oxygène, du VO2, donc de notre organisme. Donc, le myocarde va avoir un haut pouvoir de prélèvement. Il va venir prélever le maximum d'oxygène, environ 70% de l'oxygène vers le sang. Si jamais il demande plus d'oxygène, il ne peut pas augmenter ce pouvoir de prélèvement qui est déjà maximal. On va devoir augmenter ce débit sanguin coronaire. Et l'augmentation du débit sanguin coronaire ne va se faire que par, euh, que par l'augmentation du diamètre des vaisseaux coronaires, la vasodilatation. On sait que le débit sanguin coronaire dépend de la pression de perfusion et de la résistance vasculaire coronaire. La pression de perfusion au niveau des artères coronaires est directement liée à et même égale à la pression au niveau de l'artère aortique. Par contre, la résistance vasculaire coronaire est liée justement au degré d'ouverture, donc du rayon de notre vaisseau sanguin. Donc c'est la vasomotricité
de nos artères et artérioles qui vont réguler le débit, la circulation coronaire et le débit sanguin coronaire. Tenet. Cette régulation va se faire par de deux manières différentes. La régulation la plus importante, c'est la régulation dite métabolique. Le métabolisme local, les demandes, les besoins de notre tissu cardiaque, de notre tissu myocardique, va être le principal facteur qui va donner une vasodilatation de nos artères et artérioles coronaires. Il faut savoir que si le tissu myocardique demande plus d'oxygène, que son métabolisme augmente, à cause par exemple de l'augmentation de la force de contraction, ce débit sanguin coronaire va automatiquement augmenter de par la vasodilatation qui va être provoquée. Cette vasodilatation elle est provoquée par plusieurs facteurs et les facteurs qui peuvent jouer ce rôle pour augmenter la vasodilatation, c'est bien sûr le manque d'oxygène et l'augmentation du CO2, du H+, du potassium, de lactate, des prostaglandines et surtout de l'adénosine. L'adénosine qui est bien connue, qui est un facteur qui peut me venir de l'utilisation de l'ATP par le biais donc du tissu myocardique. Et cette adénosine, c'est un puissant agent vasodilatateur qui va venir dilater les artérioles au niveau de la couche myocardique, qui va permettre donc d'avoir un meilleur débit sanguin coronaire et donc d'avoir une meilleure oxygénation au niveau du tissu myocardique. La deuxième régulation, c'est une régulation nerveuse, qui est limite secondaire. Cette régulation, par le biais du système nerveux végétatif, du système nerveux autonome, va venir avoir des effets indirects et directs. Les effets indirects étant les plus importants. L'effet indirect de la stimulation sympathique et parasympathique est justement l'augmentation ou la diminution du métabolisme du tissu myocardique cardiaque. Wesh, car la stimulation sympathique par le biais de la noradrénaline et de l'adrénaline, on va augmenter, comme on le sait, la fréquence cardiaque. C'est un effet chronotrope positif et la force de contraction, la contractilité, un effet inotrope positif, va donc faire travailler le cœur plus et donc par conséquent faire demander au cœur, faire augmenter le métabolisme aérobie cardiaque qui aura pour conséquence de donner une vasodilatation coronarienne. L'effet indirect de la stimulation parasympathique est le même. La stimulation parasympathique va diminuer la fréquence cardiaque. On dit qu'il y a un effet chronotrope négatif qui va avoir pour conséquence de faire diminuer le métabolisme du cœur et donc ne pas avoir de vasodilatation, mais plutôt une vasoconstriction coronarienne. Les effets directs de la régulation nerveuse, elle est par le biais du système sympathique uniquement. Le système sympathique qui est responsable de la vasoconstriction au niveau des artérioles de, du système à haute pression, de la circulation systémique, est aussi responsable de la vasodilatation à cause de la variété, de la diversité de ces récepteurs. On a des récepteurs adrénergiques de type alpha qui sont responsables au niveau des vaisseaux de la circulation systémique, de la vasoconstriction, mais on a aussi des récepteurs adrénergiques de type bêta qui vont assurer, eux, une vasodilatation au niveau des artères coronaires. Ces récepteurs bêta sont beaucoup plus nombreux au niveau des artérioles coronariennes, évidemment, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la vasodilatation de ces, euh, de ces vaisseaux-là en cas de stimulation sympathique. Donc, lorsque on a une stimulation sympathique réflexe par une décharge noradrénergique, dans le cas par exemple de la régulation de la pression artérielle lorsqu'elle chute, lorsqu'elle diminue, eh ben, les différentes artères et artérioles coronariennes du cœur ne vont pas subir une vasoconstriction comme les autres vaisseaux du corps, mais plutôt subir une vasodilatation, tout ça grâce aux récepteurs adrénergiques de type bêta. C'est grâce à ça que la circulation du cœur est préservée, comme celle du cerveau, par rapport à d'autres circuits, par rapport à d'autres artères et artérioles au niveau du corps et de l'organisme humain. La compréhension donc de la circulation coronaire est essentielle
pour pouvoir comprendre plus tard la physiopathologie de la maladie coronarienne. C'était tout pour le résumé. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.